J'avais déjà salué avec plaisir mes débatteurs, mais je le permets une fois encore, Omar Adé Andjou. Bonjour. Bonjour Maurice. Une fois encore, Laurent Roland Tony Kess. Bonjour. Maurice Agua, bonjour. Alors donc, ce matin, nous venons de parcourir quelques quotidiens, mais je pense qu'il est important que nous puissions quand même faire une fixation momentanée sur donc des nominations qui ont eu lieu cette semaine en Conseil des ministres, notamment les nominations à la Défense nationale en Conseil des ministres, la garde républicaine et le génie militaire qui sont donc en vue. Je pense qu'il est important qu'on en parle. C'est apparemment passé peut-être inaperçu, mais c'est un changement lorsqu'on sait que, en ce qui concerne le génie militaire, il y a eu un silence de cette unité de l'armée depuis quelque temps. On l'a vu beaucoup en mouvement lorsque le président Thomas Boniaï était au pouvoir. Mais il faut dire, Laurent Roland Tony, qu'est-ce qu'il y a eu des nominations? Le colonel Faïzou Gominan qui a été désormais nommé. C'est une bonne nouvelle pour celui qui est nommé, parce que de toute façon, quand on vous promeut dans une certaine mesure, c'est que vous réjouissez, et ce n'est pas mauvais en soi. Le plus important pour moi, je pense que quand on vous confie de telles responsabilités, c'est de faire en sorte que vous fassiez votre travail pour l'intérêt, en tout cas dans l'intérêt supérieur de la nation. Que après votre passage, que les gens n'arrivent pas à regretter, en tout cas à dire, à dénoncer votre gouvernance ou votre gestion ou autre, mais que quand vous allez partir, que les gens puissent faire de bons témoignages sur vous. Donc, moi, j'estime que les différentes nominations qui ont été faites, on voit, il y a des noms qu'on connaît déjà, qui depuis même Boniaï, on connaît dans je dirais la hiérarchie militaire au Bénin, on connaît ces noms, je ne vais pas les citer, mais au moins il y a de nouvelles personnes qui font aussi leur apparition dans cette hiérarchie militaire au Bénin. Ce que je voudrais peut-être moi dire, c'est que oui, c'est une bonne chose pour ces personnes, mais en même temps aussi, c'est à saluer parce que on voit que les choses bougent véritablement. Et vous avez parlé justement du génie militaire. On a pu voir comment le génie militaire a fonctionné sous Boniaï, où les gens on confiait pratiquement des travaux d'intérêt public au génie militaire, qui les réalisait d'ailleurs. Et c'est avec le génie militaire qu'on avait découvert qu'il y avait une femme qui conduisait des tracteurs. Comment vous appelez? Il y a un nom spécifique qu'on appelle. En tout cas, il y a une dame qui conduisait les poids lourds. On l'a vu dans ce pays. Donc, pour montrer que oui, les militaires ne sont pas que dans les casernes. Les militaires contribuent à la construction du pays. Et donc, si aujourd'hui on nomme de nouvelles personnes également à la tête de cette structure militaire au Bénin, j'estime fondamentalement que certainement on veut redonner de la force au génie militaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans la faisabilité, on n'a pas besoin d'aller faire un marché public pour les salles de classe. On peut confier ça, par exemple, au génie militaire. Le reprofilage de certaines voies secondaires dans nos communautés. On peut faire un partenariat entre le génie militaire et les communes. Parce que j'insiste sur le fait que dans certaines communes au Bénin, notamment à Bomé-Kavi, Cotonou et environ, c'est difficile de circuler. Donc, si le génie militaire a les moyens, je crois, est-ce qu'il était général colonel, je crois, Viga Mendy, qui est à Kassato, là, en face de l'arrondissement de Kassato. Il a été le patron du génie militaire. On a pu voir sous Boniaï ce qu'ils avaient pu faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'on leur a donnés. Tout à fait. Et ça, il faut apprécier ça. Maintenant, et souhaiter que ceux qui sont là maintenant, que l'État d'ailleurs même déjà commence par confier des responsabilités, d'autant plus reprofilage de voies secondaires, certaines choses, construction de salles de classe, de classe par exemple, réaménagement, réfection de certaines infrastructures. Il faut au moins, à défaut de dire qu'on veut mettre beaucoup d'argent à lancer un marché public, on peut trouver les moyens pour que les militaires, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont, parce que c'est quand il y a des situations qu'on les sort des casernes, mais il y en a qui ont le potentiel. Il y a de bons peintres parmi les militaires, il y a de bons
maçons parmi eux, il y a de bons menuisiers parmi eux, donc qui n'attendent qu'on leur confie des choses. Donc voilà un peu. Moi, je pense que c'est très important. Alors, Oumar, le colonel Faïzou, il faut le rappeler, le nouveau chef d'état-major des armées de la garde nationale était, jusqu'à sa nomination mercredi dernier, le numéro 2 de la garde nationale. Il faut reconnaître que c'est lui qui secondait le colonel Kodjo François à Moussou, qui était alors le patron. Et aujourd'hui est quand même promu, et je crois que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en guerre entre griffes contre le terrorisme et le rôle qu'il a joué jusque-là. Oui, effectivement, vous avez dit promu, et c'est justement ce mot que je vais utiliser également. C'est une véritable promotion pour le colonel Faïzou Gomina, et je pense qu'il doit pouvoir travailler chaque jour à mériter un peu plus, donc, cette confiance-là que le chef de l'État peut-être place en lui. Parce que, voyez-vous, comment est-ce que les incursions djihadistes au Bénin, tout ça, ont été maîtrisées jusqu'à présent? Parce que, vous savez, l'objectif, voilà, parce que immédiatement, il devient comment on appelle, le chef de l'opération Mirador aussi également. Il était le commandant. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Il doit continuer à travailler de sorte à maîtriser ces incursions djihadistes au Bénin, dans le nord Bénin, de sorte à ne pas créer la psychose dans la tête des gens. Parce que l'objectif des djihadistes, c'est quoi? C'est de pouvoir créer la psychose dans les têtes, faire fuir les fonctionnaires des zones où ils agissent. Et donc, jusque-là, le Bénin a maîtrisé avec une grande maestria cet aspect-là. Et donc, les fonctionnaires sont restés en place, les gens travaillent toujours au Bénin, il n'y a pas de souci. Et c'est parce que ces militaires-là ont décidé de donner leur poitrine, de faire le sacrifice suprême pour que nous, à Cotonou, dans les grandes villes du Bénin, partout au Bénin, on puisse continuer donc à vivre dans la paix et la quiétude. Et ça, je pense que c'est un gros challenge pour celui qui vient d'être nommé. Il devra continuer à faire ce boulot-là. Et je pense qu'il doit vraiment le prendre très, très, très au sérieux. Et si le chef de l'État lui-même le met à ce poste-là, je pense que c'est parce qu'il a complètement confiance en lui. C'est quelqu'un qui est dans le sérail il y a très longtemps. Il était l'adjoint de celui qui était là. Donc, il faut pouvoir continuer à mériter cette confiance-là chaque jour un peu plus, comme je l'ai dit. Laurent Roland Tonnikès parlait donc des travaux réalisés par le passé par le génie militaire. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire que c'est bien encore le génie militaire qui a fait la reconstruction, Laurent Roland Tonnikès, du marché d'Antokpa après l'incendie du 30 au 31 octobre 2015. Aujourd'hui, on nomme d'autres personnes à la tête de cette unité de l'armée. Et c'est par exemple le lieutenant-colonel Ali Néry Philippe, directeur central du génie des armées, et son adjoint, le lieutenant-colonel Tossa Melgavio, ces deux officiers qui sont donc aujourd'hui promus. Est-ce que c'est une façon de relancer le génie militaire dont on n'entend plus parler vraiment? Oui, ça peut être peut-être une façon de la relancer, parce qu'on sait comment est-ce que le génie militaire a été utilisé sous les autres régimes, pas que ce Yahi, même Kérékou, Soglo, tout ce monde. On voyait le génie militaire poser des pavés, faire toutes ces choses-là, construire des écoles. C'était quelque chose qu'on appréciait, parce que c'est des têtes bien faites. C'est des enfants du Bénin, vraiment, qui ont la tête bien faite. C'est des gens qui sont à la fois militaires et qui sont de grands ingénieurs, pour la plupart du temps, de grands docteurs, et ainsi de suite. Donc, c'était normal qu'on puisse leur donner la main pour apporter leur pierre à l'édification donc du pays. Et donc, que le génie militaire revienne au premier rang, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Il faut le saluer, parce que c'est des personnes qui méritent. C'est des gens qui ont passé tout leur temps à étudier. En plus d'être militaires, il ne faut pas les laisser dans les casernes. Il faut pouvoir tirer le meilleur d'eux. L'État a investi sur ces personnes-là. Les parents également ont investi sur ces personnes-là. C'est bon qu'ils puissent donc apporter leur pierre donc, à la construction du pays. Peut-être qu'il y a des travaux qui leur seront confiés très bientôt, mais dans tous les cas, moi j'apprécie donc ces nominations, que des gens du génie militaire soient mis en avant. C'est quelque chose de très bien, parce qu'on n'en entend plus parler depuis un moment. Et on n'entend plus parler aussi, peut-être que c'est dû aussi au fait que le contexte également a changé.
Aujourd'hui, on a des terroristes qui de temps en temps nous titillent dans le nord, donc il faut pouvoir faire face à tout cela. Il faut mobiliser tout le monde et donc certainement qu'ils étaient donc mobilisés et que bon, peut-être comme on maîtrise de mieux en mieux cette situation, on veut désormais leur confier d'autres missions et espérons qu'ils les mènent à bon port ces missions. Laurent, il ne nous reste qu'à leur souhaiter bon vent et bonne chance, comme on le dit, et bonne mission à ces personnes nommées, vous l'avez dit tantôt. Moi, je crois qu'on va leur souhaiter le meilleur. Le meilleur, c'est qu'ils aient les moyens de faire ce qu'ils doivent faire comme travail, notamment quand on parle de génie militaire, qu'on leur confie les choses, mais avec les moyens adéquats. Ceux qui sont au niveau de la garde nationale, qu'ils aient davantage d'armes, en fait, de matériel militaire pour combattre les terroristes, parce que malheureusement, l'expérience a prouvé que les terroristes sont bien équipés et parfois mieux équipés que nos amis nationaux. Et donc, il va falloir travailler en ce sens. Mais pour finir, je voudrais justement aussi leur dire, ils sont nommés par un régime, mais c'est l'armée du peuple. Ils sont au service du peuple, pas d'un gouvernement, parce qu'un gouvernement passera et eux, ils continueront à servir le peuple. C'est très important qu'ils n'oublient pas ça. Quelle qu'en soit la situation, c'est de se mettre du côté du faible, de ne pas servir qui est le peuple. Parce qu'un régime qui fait votre promotion va partir, le Bénin restera et les Béninois resteront. C'est bien noté. Merci pour cette parenthèse en début d'analyse. Nous allons revenir à la une de Matin Libre maintenant pour parler de cette liquidation dont parle donc Matin Libre, liquidation de certaines sociétés. On nous parle de l'ONASA, on nous parle de la SONAPRA, Laurent Roland-Torniquès. Le journal parle de errance, de chômage, de confusion. Non, moi, la partie qui m'intéresse, c'est la conséquence d'une politique de remise en cause systématique. Parce qu'en 2016, malheureusement, les gens ont remis en cause de façon systématique tout ce qui avait été fait. Et ça nous a conduit à faire des erreurs. En ce sens qu'il y a des choses qu'on aurait pu pérenniser, mais après, vous allez voir même que des structures ont été créées encore, c'est-à-dire qu'on a changé la dénomination. Oui. Mais c'est pour jouer le même rôle. C'est pour jouer le même rôle. Et donc, il y a cette erreur que le régime en place a faite dès le début. Et je crois que c'est les cadres parfois aussi, hein, parce que quand des structures existent, que des cadres n'ont pas servi là, ont envie de servir là, ou ont des informations, quand l'autre vient automatiquement, on dit, mais ce truc-là, il faut fermer. Hein. Voilà, les gens qui sont là, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc, le premier objectif de certaines personnes, c'est de qu'on ferme pour amener en tout cas certaines personnes au chômage. Et donc, il y a cette querelle de personnes qui fait que parfois, le gouvernement qui vient n'a peut-être pas tous les éléments d'appréciation. Et après, il se rend compte qu'il faut faire. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de structures fermées au départ, on a pu voir que dans le prolongement de la rupture, c'est qu'on a revenu sur certains aspects. Et quand il parle le journal parle de chômage, oui, d'accord, quand on a fermé cette structure, beaucoup de personnes sont à la maison jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un travail, c'est peut-être facile de trouver un travail parfois, mais c'est difficile quand vous le perdez, c'est difficile de retrouver le même emploi à un moment donné. Il y a beaucoup qui ont été, en tout cas, au chômage, qui sont encore au chômage. Quand vous prenez le NASA, vous prenez il y a des cas de ministère qui ont fait, comment vous appelez, des grèves régulièrement que nous avions, des manifestations que nous avions couvertes dans la cour du ministère de l'Agriculture, jusqu'aujourd'hui beaucoup pas mieux. Encore qu'il y a quelques semaines, des journaux sont revenus sur la situation pour dire qu'ils attendent toujours qu'on les réintègre. Je vous dis que deux personnes ont réussi à se reconvertir pour se retrouver au port ou ailleurs. Le port qui ne marche pas. Oui, non, le port actuellement, oui, mais avant, ils étaient certains. J'ai pu discuter avec quelqu'un parmi eux qui m'a dit qu'il a trouvé un truc qu'il fait au port. Il y a d'autres qui ont trouvé des projets. Il y a d'autres qui ont eu la chance d'être propositionnels. Mais il y en a qui n'ont rien eu, qui sont là encore à la maison, alors que c'est ce qu'ils ont appris à faire, c'est-à-dire qu'ils ont étudié dans les lycées pour ça, et ils ont appris à gérer ça, à faire ça, rien que ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté aujourd'hui, autant de choses. Moi, je pense que les gouvernements qui doivent venir après Patrice Talon doivent s'inspirer de la situation que nous vivons actuellement. Une remise en cause systématique de tout conduit à faire des erreurs et à créer des situations qu'on ne peut peut-être pas gérer après, parce qu'une fois que les structures sont fermées, quand je prends le cas de l'ONASA, oui, ça a été fermé,
Mais pendant que nous parlions de cherté de la vie, si le NASA existait toujours et que nous avions le riz disponible dans les boutiques témoins à un coût raisonnable, je suis sûr que le langage ne serait pas le même. Quand nous prenons la question du maïs, par exemple, et que c'est disponible dans les boutiques témoins au NASA, je suis sûr qu'on n'aura pas le même langage. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles je pense que le gouvernement peut toujours se rattraper. Avant 2026, Patrice Talon, on sait très bien qu'il réfléchit aussi à 200 à l'heure. Donc, il peut aussi réfléchir sur la question et voir quelle est la possibilité, même si on ne veut pas ramener sous la dénomination de ONASA, qu'on nous amène peut-être une autre structure, mais qui va permettre de faciliter en tout cas la tâche au ménage, un organe de soutien alimentaire comme c'est voulu avec l'ONASA par le passé. Donc j'estime que oui, nous avons tout remis en cause. Aujourd'hui, ça nous rattrape et on peut trouver une porte de sortie pour rattraper les erreurs qui ont été faites pour le bien du peuple. C'est très important. Trouver une porte de sortie pour rattraper les erreurs faites pour le bien du peuple, est-ce que vous êtes de cet avis, Oumar Adéandé? Oui, complètement, c'est ça. Justement, ce dont on parle, c'est l'intérêt général qui doit primer, qui doit être au-dessus de tout. Quand un gouvernement vient et qui prend les rênes d'un pays, c'est tout à fait normal qu'il fasse un état des lieux, qu'il voit ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, et éliminer ce qu'il y a de mauvais et remettre donc d'autres structures en place. Et quand il trouve que tout est mauvais? Voilà, non, je ne pense pas que tout soit mauvais. Et quand on regarde même à l'arrivée du président Talon, il n'a pas tout balayé du revers de la main. Il y a certaines choses qui ont été balayées du revers de la main. C'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Ces structures-là, certaines étaient chaque fois à la une des parutions. C'est eux qui étaient, enfin, tout le temps, il y avait de gros scandales, de détournements, de ci, de ça. On sait comment ces choses étaient gérées, comment les recrutements se faisaient dans ces structures-là. Je ne dis pas que tout était mauvais. Maintenant, lorsqu'on vient au pouvoir, il faudrait qu'on comprenne que l'État est également une continuité. C'est l'argent du contribuable que nous utilisons. Si un gouvernement vient, il construit, il met des choses en place et qu'il a utilisé des milliards de l'État pour mettre ces choses en place, vous venez, vous balayez tout encore du revers de la main. C'est pas très intéressant. C'est comme si l'État n'était pas une continuité, que chacun venait et faisait pour lui. Ça, c'est un premier aspect. Mais quand c'est mauvais, quand ça a été mal gouverné, quand c'est mal géré, quand il y a trop de flou autour et que c'est pas très bien comme ça se faisait par le passé, il est tout à fait normal qu'on élimine et qu'on mette d'autres structures en place sans éliminer les bonnes idées. Les idées sont là. L'exemple, c'est l'ONASA et Laurent en a parlé. On peut changer le nom de la structure. Changer tout ce que vous voulez, changer la gestion, changer tout. Changer le nom de la structure règle le problème? Non, mais l'idée, le principe de base doit pouvoir continuer. Aider les ménages à pouvoir continuer à vivre décemment lorsqu'il y a des périodes difficiles. Il n'y a rien de plus le principe de base continue. Quand on parle de l'ONASA, est-ce que mais on doit continuer ce principe-là, c'est essentiel. C'est pas le cas. Non, mais c'est essentiel pour les Béninois. Bon, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous expliquer, peut-être qu'ils devront montrer au créneau pour nous montrer que, bon, il y a d'autres choses qui l'ont remplacé, mais jusque-là, peut-être que nous ne voyons pas autre chose. Voilà, nous ne voyons pas autre chose, on ne peut pas parler d'autre chose. Et l'autre chose que je veux dire, vous voyez, le journal a dit chômage, errance, confusion, et moi, je veux m'attarder sur chômage. Il faut, lorsque on veut également reformer les choses, avoir peut-être un peu de compassion, un peu d'empathie pour toutes ces personnes-là aussi qui travaillent, parce que c'est des Béninois comme vous, c'est des personnes qui ont une famille comme vous, qui ont tout, voilà. Donc, il faut pouvoir regarder tous ces aspects-là. Où est-ce qu'on les délocalise? Quelles sont les indemnités qu'on leur donne? Il ne faut pas les laisser errer, voilà. Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là pour ne pas non plus s'attirer le courroux du peuple, parce que l'objectif, dans tous les deux cas, que ce soit le régime passé, que ce soit le régime actuel, l'objectif, c'est de satisfaire le peuple. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à la nation béninoise de se moderniser, d'aller de l'avant. Et donc, une fois que cela est l'objectif de tout le monde, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas également, notre travail, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie aussi pour ce peuple-là également, qui nous a mandatés pour donc faire ce travail-là. Laurent? Oui, en fait, je reviens sur un aspect très important de la, comment vous appelez, suspension systématique de toutes choses, parfois parce qu'on estime que parfois les gens ont mal géré. Les gens ont mal géré, il y a que, quand les gens ont mal géré, il faut les interpeller. Encore qu'au niveau de certaines structures fermées, il y a des gens qui ont été interpellés, hein. Certains responsables, aux responsables de ces structures ont été interpellés. Donc, quand on fait ça, je donne l'exemple de la dialyse au Bénin. On a estimé que parce que les gens qui géraient la dialyse, la prise en charge de la dialyse, détournaient
et que c'est beaucoup d'argent à la fois, d'accord. Mais vous avez suspendu, ça fait au moins 4 ans, 5 ans que vous avez suspendu. Les gens meurent tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Le général, sur le général Mathieu Kékou, c'était prise en charge. Soubonier, c'était prise en charge. S'il y a mauvaise gestion à ce niveau, il faut faire le ménage. Moi, j'estime que ceux qui, ici, vous faites un audit et que vous voyez qu'il y a des gens qui sont coupables, vous interpellez les personnes. Mais vous ne mettez pas en difficulté ceux qui souffrent de ce mal, qui ont besoin de prise en charge. Et depuis que tout le monde parle, personne ne réagit. Ne réagit. Vous voyez, et tous les jours que Dieu fait, vous voyez toujours un Béninois sous dialyse venir demander qu'on lui cotise de l'argent. Tous les jours pratiquement, chaque semaine, il y a toujours quelqu'un qui demande. La dernière fois, cette semaine par exemple, c'est une dame de Porte-Nouveau qui serait sous dialyse à Porte-Nouveau, que les gens ont balancé sur les réseaux sociaux et qui demande de l'aide. Donc, quand on remet en cause tout de façon systématique, d'accord, mais à un moment donné, il faut maintenant revenir à l'idée essentielle. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer, pérenniser les actions? L'idée qui sous-tend en fait la création de cette structure, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les citoyens? C'est très important. Et cette affaire de césarienne, qu'est-ce que c'est devenu? Vous vous rappelez? Oui, césarienne gratuite. Gratuite, est-ce que ça continue ou pas? Peut-être qu'on va s'informer. Césarienne gratuite, je ne sais pas si ça continue, mais toujours est-il que quand on parlait de césarienne gratuite, c'est encore un dossier, parce que moi, au moins, mon épouse a accouché en 2011, ça pas césarienne à Lomel. Je sais ce que ça m'a coûté. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi également à ce niveau à dire. Mais toujours est-il que c'est toujours bien que quand un régime vient, cherche à améliorer les choses plutôt que toujours vouloir suspendre. C'est pas bien. Réaction? Oui, c'est toujours la même chose, mais moi je dis il faut combattre également toutes les mauvaises pratiques qu'il y avait par le passé. On voit la rigueur, on voit là où la rigueur mène aujourd'hui, la rigueur du régime actuel, il faut pouvoir le saluer également. Et cette rigueur-là, moi je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui dans l'administration béninoise qu'on ait ce qu'on a. Parce qu'auparavant, imaginez l'administration, comment est-ce que ça se passait, mais aujourd'hui il y a eu un bond en avant dans l'administration. Même si depuis un moment on lâche encore du lest. Moi, je pense qu'il faut revenir critiquer encore pour que les gouvernants se ressaisissent. On se souvient du début de ce régime-là. Comment est-ce que les fonctionnaires se comportaient dès le départ? Dès qu'il y a eu les premiers coups de sommation, les premières mises en garde, tout le monde s'est remis complètement dans les rangs. Donc, je pense qu'il faut revenir à cette étape-là. Maintenant, il faudra faire très attention également, comme je l'ai dit, beaucoup de compassion, permettre au peuple également de se sentir très à l'aise. Voilà, ça compte, ça fait partie et nous sommes en politique et c'est essentiel également de pouvoir entendre quelquefois le cri du cœur des populations. Et est-ce que c'est cette rigueur qui doit amener donc syndicalistes et journalistes à être mécontents en ce qui concerne le CES et ce qui concerne CBDH, est-ce que c'est cette rigueur-là qui va nous les amener à être mécontents? Ce n'est pas une rigueur. Dans l'organigramme de la Commission béninoise des droits de l'homme, il y avait des journalistes qui étaient représentés. Et au niveau du CES, il y avait des syndicalistes qui étaient représentés. Maintenant, du jour au lendemain, on dit qu'on va revoir les lois. Et puis après, on dit plus de syndicalistes au Conseil économique et social. Les syndicalistes, c'est les représentants des travailleurs quand même. C'est eux qui savent ce que vivent les travailleurs. Et donc, quand on parle du Conseil économique et social, ils doivent pouvoir être là pour parler. Parce que le Conseil économique et social, c'est quoi? En réalité, toute politique de développement est soumise au Conseil économique et social. Quand on veut faire quelque chose, on soumet ça au Conseil économique et social. Est-ce qu'ils ont été remplacés ou bien on a diminué le nombre de représentants? On dit que, en tout cas, le débat qui a cours, c'est qu'ils se plaignent de ce qu'ils ne seront plus représentés là-bas. Moi, je pense que si c'est le cas, il faut faire attention. Parce que, attendez, vous savez, la dernière fois, par rapport au marché, on a dit quoi? Que des choses ont été faites sans pouvoir écouter les intéressés. On a fixé des délais, une plage horaire, on a pris un certain nombre de décisions sans pouvoir discuter avec les dames qui doivent vendre dans ces marchés. Et après, on a pu voir qu'ils sont revenus maintenant pour modifier la plage horaire. Si vous voulez discuter politique de développement... Et vous parlez de ces dames au marché, ils ont revu l'horaire. Après, on a mené le débat ici, mais après, je me suis dit, ou bien ils avaient mis l'horaire à 19h pour que la nuit, des choses ne soient pas enfouies
dans le sol. Bon, bref, c'est une parenthèse. On continue. On continue. Mais ça peut être une raison. Dans les marchés, dans nos marchés, peut-être que les choses sont enfouies depuis des siècles, mais les marchés continuent à être des marchés. Donc, si c'est ça qui est la réalité béninoise, on ne doit pas trop craindre cet aspect-là. Mais moi, je pense que par rapport au marché, permettez-moi, Laurent, juste un petit mot. Moi, je dis, les contextes changent et la société doit s'adapter. Les menaces qu'il y avait au temps de nos parents, ce ne sont plus les mêmes menaces aujourd'hui. Vous allez dans tous les pays, même dans les pays africains. Je ne parle pas de pays occidentaux. Eux, ils ont leur réalité, ils ont leur culture. Okay? Nous, même dans les pays africains, regardez les nouveaux marchés qu'on construit, par exemple, au Nigeria, tout juste à côté, légèrement peut-être en avance sur le Bénin. Il y a des horaires, quand ces heures-là sonnent, dans les nouveaux marchés, par exemple, du Nigeria, c'est une seule porte d'entrée et une seule porte de sortie. D'accord. Parce qu'il y a la sécurité, les menaces ne sont plus les mêmes. Il y a des gens, parce que le Bénin se modernise, ça les effraie, ils ne sont pas contents, il faut frapper le Bénin. Oui, je parle du terrorisme, par exemple. Vous voyez? Donc, ne serait-ce que pour ça, moi, je suis d'accord qu'on peut mettre plus de rigueur à partir d'une certaine heure. Et qu'arriver à une certaine heure, très tardive cette fois-ci, qu'on bloque complètement l'entrée, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est le petit mot que moi, je voulais juste ajouter par rapport à ça. Je crois que mon avis sur la question était clair. Nous avons un mode de vie au Bénin. C'est ce que vous dites pour qu'on ferme les marchés en Europe, puisque les gens sont venus utiliser les arguments de l'Europe. En Europe, chacun a au moins un frigo chez lui à la maison. Il peut prendre tout et conserver à la maison. Combien de ménages ont des frigos ici? D'ailleurs, même si vous achetez un frigo, ça fait le coût de l'électricité augmente à la facture, ça augmente à la fin du mois. Donc beaucoup de personnes n'ont pas de frigo. Et c'est quand la dame qui est au ministère de la famille, ou bien de l'affaires sociales, quand elle sort du boulot à 18h, c'est en ce moment qu'elle fait quelques courses à 19h. Attendez, et elle va au marché à 19h pour aller acheter, pour faire préparer à sa famille, parce qu'elle n'a pas le frigo pour conserver. C'est pareil pour la coiffeuse ou la couturière du coin, qui a été surchargé toute la journée et qui doit aller faire le marché. J'estime que il faut, je ne dis pas qu'il faut forcément mener le marché à sa limite jusqu'à 0 heure, mais on saurait fermer le marché au Bénin à l'heure où nous parlons là, maintenant, parce que nous n'avons pas encore changé l'habitude d'aller faire le marché, les ravitaillements le soir. On n'a pas encore changé cette habitude. Le problème est réglé maintenant. Le problème est réglé. Donc, la preuve, si le gouvernement... C'est l'argument que beaucoup utilisent, là, que le gouvernement n'allait pas changer, on les connaît, on connaît bien le régime. Il ne faut pas changer, rien ne va se passer. Mais je me suis rendu compte qu'au moins, ils ont compris certaines réalités pour dire, ah oui, il faut modifier. Donc, si une fois qu'ils ont modifié, passons à autre chose. Mais on va donc demander aux femmes de ne pas mettre... De ne pas ne pas casser les carreaux pour mettre des choses... Ça va être difficile pour elles, ça va être difficile. Rien n'est difficile. Rien n'est compliqué ici. Nous sommes au Bénin. Imaginez... le truc que prononcer les parents quand toi ils avaient rentré dedans. Donc, et quel est le problème pour le marché? Ça se fait, allez à Dantopa, deux vendeuses de chaînes qui sont face à face et au niveau des hangars complètement en haut là-bas. Mais il y a une qui reçoit beaucoup plus de clients, mais l'autre le lendemain va soit chez son pasteur ou chez son boconon. Et on va lui donner des choses aussi. Voilà, donc chacun a sa manière de voir. Moi, ce aspect-là, ne mélangez pas pasteur boconon. Aucun pasteur donne quelque chose à enterrer. Ah non, mais le pasteur donne des prières à faire. Voilà. Une prière et incantation, moi je ne vois pas donner des prières. Tout ceci, c'est de la spiritualité. Parce que vous avez dit, allez voir le pasteur boconon pour prendre quelque chose à mettre. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas... Je vais vous dire une chose. Personnellement, moi je ne suis pas partisan de ces genres de pratiques-là. C'est très sincère. Ça, c'est personnel. Mais... c'est une réalité, ça existe. Laissez les gens agir selon ce qu'ils veulent. L'essentiel, voilà, l'essentiel est qu'on n'empiète pas sur la liberté de l'autre, qu'on ne marche pas sur les pieds de l'autre, c'est tout. Je suis proche des femmes de marché. Je ne vais pas aller dans les détails. Je sais un peu comment ça se passe dans les marchés. Mon épouse me suit ce matin, c'est tellement, elle comprend que je ne vais pas trop parler. Je connais la réalité des marchés. D'accord? Je connais la réalité des marchés. Je sais comment les femmes fonctionnent dans les marchés. Et je suis sûr qu'à Kadia ou Begame, elles ne peuvent pas oser faire ça parce que quand vous cassez le carreau de Patrice Talon, si jamais il a l'information, vous savez comment vous allez répondre. On va vous dégager des marchés, simplement. Donc si vous voulez faire des choses, autant mieux les mettre sous vos étalages ou mettre ça dans je ne sais quoi, comment vous voulez faire. Voilà. Mais
Est-ce qu'on revient alors aux syndicalistes? Donc, aux syndicalistes, moi, j'estime fondamentalement que oui, il faut faire l'effort pour que les syndicalistes soient, en tout cas, leur mot à dire, parce qu'on n'a pas de conseil économique et social. Et donc, toute action, oui, toute action rentrant dans le cadre du social, on doit pouvoir les associer, ils doivent pouvoir être à cette table de discussion. Au niveau de la CBDH, on a pu voir le débat à l'Assemblée nationale où il fallait réduire le nombre de personnes de 11 à 7 personnes. Pourquoi? Écoutez, c'est pas moi qui dis. Pourquoi c'est les journalistes qu'il faut... Pas les journalistes seuls, il y a d'autres acteurs qui ont été retirés également. Ce que moi je sais, c'est que ceux qui nous gouvernent et les députés qui votent la loi, en réalité, c'est les députés qu'on doit interpeller, fondamentalement, parce que c'est eux qui étudient les lois. Quand on leur envoie les documents, c'est eux qui lisent et qui doivent pouvoir faire des débats. Le président de la commission des lois, notamment Odin Dati, son équipe doit pouvoir dire en même temps, attention, là où nous allons là, ce n'est pas bien. Mais si, au fond, les gens ne font pas des débats de fond et veulent peut-être plaire tout le temps parce qu'ils ne veulent pas oser s'opposer à une volonté politique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je crois aussi que les journalistes, qu'ils soient au niveau de la CBDH ou pas, doivent pouvoir continuer à faire leur travail. Et c'est ça nous interpelle. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, s'il y a un problème de dérive, notamment concernant le respect des droits de l'homme, les journalistes doivent pouvoir maintenant faire leur travail. Si hier, certains n'ont pas voulu faire pleinement leur travail, maintenant qu'on leur montre qu'ils n'ont pas leur place à la CBDH, il faut alors, s'ils sont véritablement en colère, qu'ils aillent faire leur travail et dénoncer les abus concernant les droits de l'homme. Ce n'est pas en allant siéger à la CBDH qu'on fait son travail. Très bien. Oumar, votre chance d'aller siéger à la CBDH a été hypothéquée. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas du tout mon objectif. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le dites, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Oui. On est d'accord? Oui. C'est avant tout la liberté d'expression parce que c'est le peuple qui s'exprime. Et les symboles de la liberté d'expression aujourd'hui, c'est les droits de l'homme et également le fait que le journaliste puisse faire son travail comme cela se doit. Que soit ce que vous ferez, il y a des dictateurs qui ont construit leur pays, mais quand tu rentres dans leur pays, mais c'est un pays, mais c'est extraordinaire, c'est de la modernité. Mais les gens continuent de les critiquer. Personne ne veut travailler avec eux parce que tout simplement, il n'y a pas la liberté d'expression, parce que tout simplement, les journalistes sont prisonniers, parce que tout simplement, les journalistes sont brigadés, ils ne peuvent pas parler. Voilà. Et moi, je dis tout simplement que nos autorités doivent pouvoir comprendre une chose. Le travail du journaliste, on doit pouvoir lui permettre de le faire. De le faire vraiment dans les normes. Et que ceux également qui sont journalistes ne fassent pas preuve d'impératie, de manque de sérieux, de manque de connaissance de leur profession. C'est très important. Il faut bien connaître sa profession, connaître les normes, connaître la déontologie, connaître l'éthique de son travail et aller le faire comme cela se doit. Il ne faut pas se jeter. Et on voit certaines unes quelquefois ici, mais qui nous écœurent nous-mêmes en tant que journalistes. On se demande, mais qu'est-ce qui a piqué le confrère finalement pour écrire de telles choses? Voilà, vous voyez un peu. Donc, tant qu'on sera à ce niveau-là, ce n'est pas très bien. Il ne faudrait pas qu'on vienne sur les plateaux de télévision pour faire des débats de boutiquiers, des débats qui n'ont pas de profondeur. Et tout ça aussi, ça compte également dans l'estime que les autorités nous donnent. Donc il faudra faire très attention par rapport à ça et que les autorités aussi comprennent que c'est un maillon essentiel. C'est un maillon essentiel dans ce qu'on appelle démocratie. C'est vrai qu'auparavant, ça se faisait de n'importe comment, mais aujourd'hui que les règles sont bien connues, aujourd'hui qu'on connaît la rigueur qu'on met dans tout ceci, il faut pouvoir maintenant donner une certaine liberté également aux journalistes et leur donner leur place dans la société. Mais quoi de plus normal que des journalistes puissent siéger au niveau d'une structure qui défend les droits de l'homme? Quoi de plus normal? C'est nous la voix des sans-voix, c'est le journaliste qui est la voix des sans-voix. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on ne permette pas aux journalistes de pouvoir donc être dans de telles structures, apporter sa pierre à ce niveau-là. Parce que c'est nous qui sommes tout le temps au contact des populations. Lorsqu'on tend le micro d'Éden à quelqu'un aujourd'hui, il a envie de parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il va dire là, c'est tout le Bénin qui l'entend. Et qui fait ce travail-là. Et ce travail que nous faisons, nous ne le faisons pas seulement pour donner la parole comme ça au peuple, c'est pour permettre également à l'autorité de savoir ce qui se passe dans le pays et où est-ce qu'il doit pouvoir redresser donc son travail. Donc le rôle du journaliste, il faut le lui donner.
il faut le lui donner, que comment on appelle, nos compatriotes qui sont à l'Assemblée nationale, c'est les honorables, mais restent avant tout nos compatriotes, qu'ils sachent que voilà, les journalistes également ont un rôle à jouer et donc qu'on leur accorde pleinement ce droit-là d'exercer cette mission qui est la leur. Quand ils ont besoin de communiquer, c'est quand même aux journalistes qu'ils font appel. Voilà. Lorsqu'on veut vulgariser certaines lois, vous appelez qui? Moi, je me souviens, mais combien de tournées est-ce que je n'ai pas fait dans le Bénin pour aller au contact des populations? On parle en langue, on parle en français, on explique, voilà, en fait, c'est ceci, en fait. Voilà, quand c'est cela, on nous sollicite. Mais quand c'est pour siéger, voilà, quand on doit pouvoir... Pour siéger au niveau de... Voilà. Quand on doit pouvoir faire notre travail dans d'autres structures, être comment on appelle, des contrepoids pour le pouvoir, mais là, ça pose problème. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui ne devait pas nous surprendre. Écoutez, moi, quand je vois certaines choses, je souris, parce que n'oubliez pas que quand on avait voulu réviser la Constitution en premier dans ce pays, on avait voulu suspendre le Conseil économique et social. Souvenez-vous très bien, c'était prévu qu'on supprime purement et simplement le Conseil économique et social. Est-ce que c'est parce que c'est une structure budgétivore? Non, pas budgétivore. Je vous ai dit, en réalité, toute politique de développement doit être soumise au Conseil économique et social parce que c'est des experts là-bas, des représentants des couches sociales. C'est pourquoi là-bas, vous allez voir les artistes représentés, les travailleurs représentés, les couches sociales sont représentées. Et les représentants de chaque couche sociale viennent dire quels sont les problèmes de leur corporation en fonction de la politique qu'on veut mettre en œuvre, dire si c'est bon ou pas. Wow. Maintenant, là, on vous dit, c'est-à-dire on a enlevé déjà les journalistes de la CBDH. Ça veut dire que, bon, c'est déjà plié, il n'y a pas de problème. Les syndicalistes, et c'est même plus les syndicalistes seuls. Il y a d'autres couches aussi qui sont dans leur viseur qu'on va enlever du Conseil économique et social. Alors, quand vous voulez... Dans leur viseur, mais qu'est-ce que vous savez? Non, mais je dis, c'est un projet de loi, mon cher Oumar. Bon. C'est un projet de loi. Donc, quand c'est un projet de loi, ils sont alors, les couches sociales sont dans le viseur de ceux qui ont initié ce projet de loi. Bon. Je pèse mes mots. Okay. Pour dire quoi? Si vous voulez avoir un conseil économique et social sans certaines couches représentées, alors vous voulez avoir le conseil économique et social pour qui alors? Les politiques que vous voulez envoyer, les projets que vous voulez aller envoyer là-bas, soumettre au conseil économique et social là. Parce que quand on parle du conseil économique et social, ce n'est pas qu'au Bénin. Et ils ont une structure internationale qui existe. Pourquoi le Bénin veut faire les choses en s'écartant de la norme et qui existe dans le monde entier? En tout cas, moi je pense que l'un dans l'autre, nous attendons de voir comment ça va passer. Ça va se passer. Toujours est-il que si pour la CBDH c'est passé déjà de 11 à 7 et que rien ne s'est passé, pour le conseil... Les journalistes n'ont rien dit comme d'habitude. Qu'est-ce que les journalistes vont dire? Vous n'avez pas des gens qui sont au haut niveau là-bas qui peuvent aussi plaider pour les journalistes. Ces gens ne parlent pas. Il y a des journalistes qui sont placés, qui peuvent après, certains parmi eux viendront faire conférence de presse pour dire, justifier. Libre à eux. Chacun fait son job dans la République. Mais vous voulez quelques journalistes qui disent quoi? C'est moi, je vais planifier sur... D'ailleurs, même encore que si, même s'il y a... les journalistes étaient là. Si on doit nommer quelqu'un, c'est que moi, on va nommer. Ils savent qui ils vont nommer. Donc, libre à eux. Pourquoi on ne peut pas vous nommer? Vous êtes un journaliste, un vaillant. On vous a vu faire des enquêtes dans ce pays, on vous a vu traverser le pays. Pourquoi on ne peut pas vous nommer? Vous êtes au contact des populations. Qu'est-ce que les autres font là-bas et que vous ne pouvez pas faire? Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si nous sommes vraiment dans le viseur, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu peut-être des choses aujourd'hui qui ont entaché, qui ont complètement, comment on appelle, terni l'image du journaliste. C'est vrai, ça là, on le reconnaît tous. Les dévanciers, les aînés, voilà, les aînés n'ont pas bien fait le boulot. On n'en a pas parlé. Il paraît qu'il y a eu des bosseurs là-bas au CBDH. Il y a eu des bosseurs. Non, le dossier de marché public, après le président Kakouchichi a été libéré parce que on a parlé de comment vous appelez délit d'initié, corruption et autres. Après, il a été gardé à vue. Ils ont interpellé la femme d'un pasteur parce que Clément Kakouchichi serait proche de ce couple pastoral. Donc, après, on a estimé qu'ils ont gagné des marchés et que c'est du gré à gré ou bien il y a du favoritisme. Alors qu'en réalité, dans le point, quand on fait le point, c'est des marchés de plus de 100 millions, mais que la structure de ce couple pastoral n'avait que comme marché, en tout cas 2 marchés de l'ordre de plus 12 millions.
Mais vous savez, c'est des questions d'intérêt de personne. Je ne veux pas rentrer sur ça. Mais tu as dit qu'il a été déjà relâché. Et la femme du pasteur aussi a été relâchée. Mais on attend de voir. Aussi, il y a eu un journaliste qui a siégé là-bas et il paraît qu'il y a eu des boss. Il y a eu, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des échanges c'est pas boss. de mots. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'époque où il y a des boss. Bon, je ne sais pas. Bon, je me dis, est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ont retiré les journalistes? Non, mais attendez, non, pourquoi on n'envoie plus des journalistes bosseurs? Non, mais pas forcément. C'est vrai. Les journalistes ne vont pas quelque part pour bosser. Non, pas du tout. Donc, vous me rassurez, donc c'est bon. Voilà. Moi, je pense pas. Et l'Arabie Saoudite distingue le Bénin? Oui, moi j'aimerais dire quand même un petit mot par rapport à ça. Par le passé, on sait comment ces choses-là étaient organisées sous les régimes précédents. Il y avait très sincèrement un manque de sérieux. Moi, je suis musulman, je sais de quoi je parle. Déjà, les prix même, c'était des prix qui variaient de structure en structure. Il y avait plein de personnes. Il y avait des gens qu'on laissait au sol. Voilà. Laura a fait des reportages sur ça, non, déjà. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en Arabie Saoudite, depuis 3 jours, pendant qu'il y a d'autres qui sont à l'aéroport. Donc, ouais, il y avait vraiment une vraie cacophonie au niveau de ceux un vrai cafouillage qui régnait au niveau de ceux qui organisaient ces choses-là. Les convoyeurs, on en voyait mais de partout, quoi. Mais aujourd'hui, on voit un grand sérieux. Vous savez qu'il y a près d'un millier, peut-être même plus d'un millier de personnes qui sont mortes en Arabie Saoudite. On le doit à qui? Mais on le doit également à ce régime-là. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà. C'est parce qu'ils ont tapé du poing sur la table pour dire qu'on ne veut pas n'importe quoi. On ne veut pas. Voilà. Faites-nous des choses bien comme cela se doit. Oui. On sait que les autorités. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis musulman, convaincu. Croyant, donc, pratiquant. Mais ce que je vais vous dire, donc de l'élégance du président Talon, pas encore. L'élégance, rigueur, la finesse. Oui, ça je le dis vraiment sans embâche. Permettez. Laurent, juste un petit mot, Laurent. Écoutez, regardez un peu les catholiques lorsqu'ils veulent organiser des choses. Comment est-ce qu'ils le font? Il y a beaucoup de sérieux. Oui, mais tout est bien organisé, tout est bien hiérarchisé. Pourquoi est-ce que les musulmans, au Bénin surtout, ne peuvent pas le faire? En Arabie Saoudite, les choses sont bien organisées. Allez dans ces pays-là, les gens organisent bien leurs choses. On sait qui est le chef de qui, on sait qui. Voilà, mais chez nous, entre-temps, c'était un véritable cafouillage. Je suis musulman, je sais de quoi je parle. Donc, il faut pouvoir leur reconnaître cela. Dès qu'on a tapé du poing sur la table, dès qu'on a mis un peu de rigueur, tout le monde est rentré dans les rangs, chacun connaît sa place, chacun reste dans son couloir. Et je pense que c'est essentiel de continuer comme ça. On va des pèlerins béninois des centaines qui vont en Arabie Saoudite et qui reviennent tous vivants, mais alhamdoulilah, tout musulman vous le dira, alhamdoulilah, je suis content, voilà, c'est bien heureux. Alors qu'il y a d'autres qui sont morts dans d'autres communautés parce qu'ils sont mal organisés, parce qu'ils ont laissé le pèlerin sans soutien là-bas. Il y a une autre personne. Mais au Bénin, désormais, on est bien organisé. Chaque convoyeur connaît son couloir. Voilà. Bon, quand je dis il n'y a pas de mort, ça dit qu'il n'y a pas de mort due au fait qu'il n'y avait pas de soutien de ceux qui l'ont amené là-bas. Il y a beaucoup de... Voilà. Donc, il faut faire très attention. Sur la question des morts, il faut préciser quelque chose de très important. C'est à cause la de chaleur. la chaleur. Oui. Il y a certaines nationalités qui ne supportent pas la chaleur. Il serait rare de voir un Béninois mourir sous la chaleur aussi facilement. Mais il y a des personnes très âgées qui allaient entre-temps. Mais aujourd'hui, l'âge même est fixé. Oui, on va faire le point. On ne va plus là-bas sur Branca. Il paraît que les gens allaient sur Branca. Quand on fait le point, c'est beaucoup d'Égyptiens, par exemple, qui sont morts dans cette affaire. Donc, il y a la question de la température qui fait que... C'est pas une mauvaise organisation en soi. Bon, maintenant, ceci étant, moi, j'ai toujours dit que Patrice Talon, c'est l'homme qui a du goût. Et quand vous avez affaire à lui, la rigueur. Vous devez faire les choses avec finesse, sinon il vous bat. De façon chic. C'est pour ça que je dis... Vous voulez qu'on parle du chic? C'est pourquoi je parle de... Souvent, je dis aux opposants, en réalité, ils ont du pinceau sur et autour de la planche. Peut-être même dans la planche. Oui, parce que quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, qui politiquement est redoutable, mais aussi... qui a de la finesse. A de la finesse, du goût, c'est que vous devez vraiment vous armer de courage, aller sur le terrain pour avoir un discours de rassemblement plutôt que un discours de querelle de personnes. Quand vous attendez sur ça, il trouvera toujours les moyens de vous contourner, de vous dribbler. Il les a dribblés en 2019, il l'a fait en 2020, il l'a fait en 2021, il l'a fait en 2023. Et s'il ne sait pas faire,
Ils peuvent me traiter comme ils le veulent parce que je sais que quand je le dis parfois, le jour je parle bien d'eux, je suis leur ami. Le jour je leur dis la vérité, je deviens leur ennemi. Ça fait leur problème. S'ils ne savent pas faire, le monsieur s'apprête à encore les dribbler en 2026. C'est à eux d'ouvrir les yeux. Maintenant, parlant du Hadj, moi j'insiste sur le fait que oui, vous avez rappelé, j'ai couvert à plusieurs reprises des reportages. On l'a tous couvert. On sait de quoi. Je sais comment ça se passe. Et il y a 2 semaines, j'ai des connaissances du côté de l'aéroport. J'ai appelé, j'ai discuté avec eux, on s'est vu, on a échangé. J'ai demandé comment ça se passe. Ils m'ont confirmé que tout va très bien. Très bien organisé, donc tel que c'est fait aujourd'hui. Et il faut dire que par le passé, malheureusement, il y a les organisations des musulmans qui disaient que c'est leur chose. Et le gouvernement ne voulait pas trop s'immiscer, accompagner. Et puis après, quand ça capote, on dit que c'est ça tourne à la catastrophe. On dit que c'est le gouvernement. Voilà, donc aujourd'hui, Patrice Talon ayant compris ça avec son régime, on dit, bon non, c'est votre chose, mais nous allons avoir un regard. Absolument. Parce que c'est nos compatriotes. Voilà. C'est ceux qui vont mandater d'être. Voilà. Les gars vont prendre l'argent chez les gens et vont chercher un avion de la Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale pour embarquer nos compatriotes. Et quand vous voyez, quand vous êtes proche de l'aéroport, vous voyez l'avion décoller, vous avez peur. Ah bon? Mais on dirait... C'est les avions qui décollent, on voit la piste, on voit la piste d'atterrissage. Parfois, vous avez l'impression d'avoir affaire à une machine qui écrase les condiments, là, avec le bruit, là. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus ça. C'est des avions, en tout cas, au point, aux normes qui les embarquent. Et on ne va plus entasser également nos compatriotes dans des chambres de quelques mètres carrés où on rentre. Non, aujourd'hui, il y a vraiment du sérieux. Et c'est ça qu'il faut saluer. C'est ça. Donc pour ça, il faut féliciter le gouvernement. Donc tu mets le prix et puis tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Parce qu'au départ, tout le monde a crié par rapport au prix également. Oui. Parce qu'on a vu que tout a été normalisé. Voilà. Donc tout le monde a crié. Mais aujourd'hui, vu ce que ça donne comme résultat, je pense qu'il faut pouvoir saluer. Je suis content que vous saluiez de temps en temps le chef de l'État sur des aspects. Je suis content. Non, mais moi, je suis content. C'est même pas qu'on ne parlera pas bien de Patrice. Moi, je l'ai toujours dit. C'est peut-être que les gens, parfois, c'est quand ça n'arrange pas que les gens s'énervent. Non, c'est quand ça n'arrange pas. Le président passera un bon week-end puisque non, ça n'arrange pas. Les gens critiquent parce que ça ne les arrange pas parfois quand vous dénoncez les faiblesses. Sinon, il faut le dire ouvertement et clairement. Patrice Talon fait ce qu'il peut à la tête du Bénin. Mais s'il déconne, il fait mal, moi, Laurent, je n'aurais pas foi osé de le dire. En tout cas, quel qu'en soit ce que ça peut coûter, moi, Laurent, je dirais, ah non, à tel niveau, ils ont failli. Ils ont zaillé, comme on le dit. C'est justement je le dis, ils peuvent, en tout cas, comme le chef l'a dit aussi, je le dirais, ces soutiens qui ne sont pas d'accord, ils vont souffrir, ils ne pourront rien me faire. On va finir par le classement FIFA, c'est donc ce mordu de football qui me l'a rappelé, c'est Basel, le Barcelonais. Le Barcelonais, non? Le Bénin parmi les 20 meilleurs. Oui, voilà, le Bénin, d'ailleurs, qui a gagné 5 places au classement FIFA. Oui, mais les deux victoires par le passé, en tout cas, il y a quelques jours. Face au Rwanda, la victoire face au Nigeria a fait mal. Oui, le Nigeria étant vice-champion d'Afrique actuellement battu par le Bénin automatiquement, ça vous propulse de façon considérable. Et après, il y a le Rwanda qui avait déjà battu le Bénin. Donc, ça a été comme une revanche pour le Bénin. Donc, c'est quand le Bénin gagne ces 2 matchs à coup sur coup, ça vous propulse vers, en tout cas, dans une bonne position dans le tableau. Espérons que ça continue. Que ça continue. Que ça ne soit pas une victoire. Bon, maintenant, si on veut bien là, il nous qu'à laisser les travaux de réflexion du stade d'abord. Quand on va finir les éliminatoires, quand on va finir les éliminatoires, on va faire ça. Apparemment, les matchs à l'extérieur nous rendent service. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que dans tout ce que nous faisons, quand un État fait quelque chose, tout part de la volonté politique. La volonté politique est essentielle. Regardez le niveau aujourd'hui du Bénin en football. Vous allez me dire que non, c'est parce que non, les jeunes se sont... On ne dira pas voilà. Ça. Donc c'est parce qu'il y a eu... vu que Kenneth Oro a eu un cahier de charge, il a commencé par travailler, on a vu l'évolution. Et les autorités ont suivi. À chaque fois, ils se sont dit, mais tel entraîneur ne l'a pas bien fait, il faut changer, tu sais, celui qui vient, on lui donne un nouveau cahier de charge qui comprend, enfin, dans lequel on met des détails qui vont lui permettre de mieux faire que celui qui est venu. Et moi, je pense que ce sérieux-là, c'est ça qui paye. Et ce que j'espère aujourd'hui, tout est volonté politique. Je le dis,
Tout est volonté politique. Il y a des nouvelles normes FIFA par rapport au stade qui font qu'aujourd'hui, notre stade n'est plus un stade sur lequel on peut jouer. Oui. Il a été déclassé. Donc aujourd'hui, il faut tout faire pour revenir aux normes. Si la Côte d'Ivoire arrive à le faire, mais c'est que le Bénin peut le faire. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes États. Moi, je suis né... On n'a qu'à continuer pas à jouer à l'extérieur. Voilà, moi, je suis né... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai la chance d'avoir cette double culture-là. Et ça me permet d'avoir une certaine approche, une certaine appréhension de certaines choses. Et je vais vous dire, la volonté politique est essentielle dans tout ce que la Côte d'Ivoire fait. Très tôt, Houphouët-Boigny a voulu que la Côte d'Ivoire soit un pays agricole, un pays où on va produire, mais comment on appelle, rien que l'agriculture doit pouvoir porter la Côte d'Ivoire. Et ça, il a martelé, mais à longueur de journée. Et il a mis beaucoup d'argent dedans. Parce que lui, il avait cette volonté-là. Aujourd'hui, mais en production d'ananas, il y a très peu de pays africains qui peuvent... Cacao, café, toutes ces choses-là. La banane plantain. Nous sommes toujours avec le meilleur ananas. Ah, oui. Je suis d'accord. Oui. Mais c'est nous, un fait de sucre. Pour un natif d'ananas, je suis complètement d'accord. On a le meilleur ananas au monde. Le Bénin a le meilleur ananas. Le cacao, on a le meilleur ananas. Comment est-ce qu'on fait pour que notre pain de sucre aussi soit complètement prisé partout dans le monde? Je pense que ça aussi, c'est une volonté politique. Donc, revenons aux choses sérieuses, mettons beaucoup de rigueur pour que désormais les prochains matchs du Bénin, d'ici quelques mois ou bien peut-être un an ou plus... Moi, je rêve qu'on soulève une Coupe d'Afrique, quoi, franchement. Je vais dire peut-être une bêtise. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie du ministre des Sports. Il a chance, il a gagné les deux matchs. L'actuel qui est là. Ah, ok, d'accord. Omeki n'est plus là, non. Ok, d'accord. Vous voulez que je rende grâce à Dieu pour... Non, je précise. Parce que Omeki aussi a fait une bonne partie du travail avant de partir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Benoît Dato. Parce que je suis sûr que si le Bénin avait perdu les deux matchs là, le Béninois, ils vont tirer sur le monsieur. Merci. Merci Laurent Rolatoniques. Merci Ouma Adéanjou. Je vous en prie.